C'est ça. En attendant, fous-moi la paix, j'ai du boulot. Rien à faire. Même quand il parle pas, il continue à me casser avec bonsoir et bienvenue à bord de l'Universalis pour ce nouvel épisode dédié au scénario de Infamous, premier du nom. Je le précise, comme d'habitude, ici on va spoiler toute l'intrigue. Donc si vous n'avez pas joué à Infamous et que vous voulez découvrir l'histoire par vous-même, je vous suggère de mettre fin au visionnage. We're close. There should be no oasis in it. Alors, il y a 2-3 trucs qu'il va falloir détailler à propos du lore du jeu, et notamment des premiers fils. Les premiers fils sont une organisation occulte ayant pour objectif de développer des pouvoirs paranormaux, dont la télékinésie, la télépathie et la prémonition. Mais ce n'est qu'en 1892, avec l'arrivée de Richard Tate à leur tête, que les premiers fils vont gagner en importance, en se servant de la technologie pour débloquer de véritables capacités mentales. L'enfant de Richard, Alden, était censé hériter de cette organisation. Malheureusement, c'est à cette période que débarqua Kessler. À lui seul, il élimina Richard Tate, mutila le petit Alden et le condamna à vivre dans les rues où il disparut, sans laisser de traces. Une fois à la tête des premiers fils, Kessler s'assura que le groupe aurait comme principal QG la ville d'Empire City, et dirigea toutes ses recherches vers la création de la métasphère, un engin qui permet d'absorber la bioénergie de toutes les personnes alentour pour la concentrer dans une seule. Je tiens aussi à vous préciser que j'utiliserai régulièrement le terme de porteur. Dans l'univers d'Infamous, c'est le qualificatif employé pour désigner un individu disposant de super pouvoirs. Maintenant qu'on a déblayé la partie contexte, on va pouvoir débuter le résumé proprement dit. L'histoire commence alors que la ville d'Empire City est rasée par une explosion apocalyptique. Voilà, fin du jeu, bye. Si jamais tu refais cette blague éculée jusqu'à la moelle, je te jure que je te refais le portrait. Ah mais c'était pas du tout mon intention. Bref, notre héros, Cole McGrath, se réveille seul au milieu de l'épicentre de la déflagration. Sous le choc et boiteux, il se dirige vers une zone sûre, mais sur le chemin, se retrouve à absorber involontairement de l'électricité, qui est renvoyée partout autour de lui, multipliant les dégâts, avant que, épuisé, il ne sombre dans l'inconscience. Cole est donc médicalement surveillé par Trish Daly, médecin et petite copine de Cole, ainsi que par Zeg Dunbar, le meilleur ami de McGrath. Et pour l'état de la ville, je vais laisser Cole le décrire à ma place. Une épidémie a suivi. Puis des violences, des pillages, des viols, le suicide de toute une civilisation. En utilisant le prétexte bidon de contenir la menace biologique, le gouvernement a bloqué tous les accès permettant d'entrer ou de sortir de la ville. À présent, on est en cage avec ces malades. Les flics font tout sauf patrouiller dans les rues. Soit ils sont morts, soit ils n'ont pas les burnes d'affronter tous ces groupes qui ont pris le contrôle de la ville. Dehors, tout allait mal. C'est là que je les ai vus. Les faucheurs. Avant l'explosion, c'était juste une bande de marginaux et de dealers. À présent, ils possèdent Neon District. Ajoutons à cela que dans le quartier du Dédale, Alden Tate, désormais vieux grabataire ayant développé une puissante télékinésie, a rassemblé les sans-abri autour de lui pour en faire un groupe hostile appelé les Nettoyeurs. Tandis que le quartier historique, l'épicentre de l'explosion, est lui le territoire de prédilection des premiers fils. Parallèlement va apparaître la voix du survivant, une sorte d'influenceur sur l'actualité qui pirate régulièrement les canaux de télévision pour transmettre des informations non officielles aux citoyens. Une fois sorti du coma, McGrath réalisera son nouveau pouvoir et commencera à s'entraîner avec. Tout semble aller pour le mieux dans le meilleur des mondes, jusqu'à ce que la voix du survivant accuse publiquement McGrath d'être responsable de l'attentat. Face à cette nouvelle, Trish, qui a perdu sa sœur dans l'explosion, se détourne de son petit ami et l'abandonne sans un mot. Avec une réputation en aussi mauvais état, Cole et Zeg se rendent au pont Stanton dans l'espoir de quitter la vie en quarantaine. Mais c'est un échec retentissant, et McGrath débarque dans une sorte de bunker où il fait la rencontre de Moya Jones, un agent du FBI au courant de ses prouesses. Elle lui présente une proposition alléchante. Si McGrath l'aide à retrouver son mari, John White, porté disparu depuis l'explosion, elle l'aidera à fuir la cité. Elle lui réclamera d'accomplir de multiples missions, comme récupérer les boîtes mortes laissées par John, ou encore réactiver les différentes sous-stations d'Empire City, permettant de rétablir le courant dans les quartiers, améliorant ainsi les pouvoirs de McGrath. Au cours de ses pérégrinations, Cole va croiser Kessler, qui grâce à sa télépathie, lui montre l'avenir qu'il compte provoquer, une apocalypse. Moya envoie également Cole résoudre certains problèmes de la ville, comme l'empoisonnement des conduits d'eau et oh là oh! Alors j'aurais tendance à dire que quand t'es presque mort de soif, peu importe la couleur de l'eau. Mais on en est qu'à 2 semaines après l'explosion? Ok, tout le monde n'a pas des ressources infinies, mais enfin quand même! En arriver déjà à des gens qui boivent ça?
Ce poison est créé par Sasha, une porteuse ancienne membre des Premiers Fils, qui peut se servir de la toxine pour contrôler mentalement ses victimes. C'est de là que viennent les faucheurs. Et au passage, l'épidémie dont souffre la ville et qui a causé la quarantaine, c'est ça en fait. Cole retrouve Sasha et parvient à la vaincre, mais alors qu'il s'apprête à la brutaliser pour obtenir des informations, une explosion l'étourdit et des Premiers Fils capturent Sasha. Groggy est coincé dans un environnement instable qui prend l'eau, McGrath n'a d'autre choix que de poursuivre sa route vers le quartier du Dédale. Parallèlement, Cole a repris contact avec Trish, dérangé dans son boulot de médecin par la toxine de Sasha. Son ex-petite amie étant le seul membre de son entourage à bénéficier de super pouvoirs, elle n'a d'autre choix que de faire appel à lui, notamment lorsqu'il s'agit de conduire tout un bus rempli de malades vers l'hôpital de Bayview. Mais en arrivant sur place, voilà que Alden Tate vient balancer le véhicule sur un toit pour montrer qui c'est qui a la plus grosse, laissant McGrath seul face à une armée de nettoyeurs. Et Tate, c'est pas de l'affronter? Ah non, il est vraiment juste venu pour flex avant de se rebarrer aussi sec. Oula, je sens que ça va encore être un scénario aux petits oignons. T'as pas idée. Bref, évidemment Cole parvient à sauver sa dulcinée, mais la situation n'est clairement pas au beau fixe. Les nettoyeurs essayent par tous les moyens de rompre la quarantaine, révélant la position beaucoup moins assurée de Moya. Au moindre prétexte foireux, elle peut être remplacée et le bombardement d'Empire City organisé. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, et Moya envoie McGrath aux côtés des policiers de la ville, qui selon l'intro sont censés être réduits à peau de chagrin, mais bon, on va pas commencer tout de suite avec les incohérences, pour mener une opération coup de poing sur le QG d'Alden et arrêter le chef des nettoyeurs. Moya prépare une opération d'extraction, tandis que Cole et Zek s'associent aux flics pour protéger leurs prisonniers. Malheureusement la bataille tourne court, et malgré toutes les précautions prises, Alden est libéré par ses troupes. McGrath considère que toute la responsabilité en incombe à Dunbar, qui a lui-même du mal à supporter son erreur. On y reviendra plus tard. Cole est soudain contacté par John White. Ce dernier, jugeant McGrath comme trop indiscipliné pour appartenir à une agence gouvernementale, a décidé de lui accorder sa confiance. Il lui explique qu'il n'a jamais été marié, ne fait pas partie du FBI et n'a jamais entendu parler d'une quelconque Moya. Pour retrouver la métasphère, John conseille donc à Cole de se trouver un acolyte afin de la récupérer au sommet de la tour d'Alden. Attends, depuis quand Alden a la métasphère? Vu le déroulement de l'intrigue, je suppose depuis à peu près le début du jeu. Et pourquoi t'as pas dit quand Cole l'avait découvert? Parce qu'il a pas découvert. C'est annoncé comme ça dans une cinématique après qu'il soit évadé, comme si tout le monde était au courant. Bon, si t'as dégoté suffisamment de boîtes mortes, tu peux comprendre qu'à la base, c'est John qui l'a récupéré sur Cole, mais qui se l'est fait dérober par les nettoyeurs un peu plus tard. Par contre, si t'essaies pas de les choper, c'est une info qui sort d'absolument nulle part. Bref, McGrath se rend à la tour en compagnie de Dunbar, et une fois au sommet, Zek parvient à arracher la métasphère de son piédestal, mais se retrouve encerclé par Alden, ainsi que Kessler, qui vient de débarquer. Pétrifié, Dunbar choisit d'activer la métasphère, mais rien ne se passe. Kessler profite de la situation en expliquant qu'il sait pourquoi ça n'a pas marché, et qu'il peut offrir à Zek les pouvoirs dont il rêve, s'il le rejoint. Après un dernier regard vers Cole, Dunbar rallie Kessler. McGrath se lance à la poursuite du retraité télékinésique et le rattrape sur un pont où les deux porteurs s'affrontent. Rapidement défait, Alden n'est plus qu'un vieillard brisé, pleurnichant sur sa vie volée et anéantie. Il propose une alliance avec Cole contre Kessler, mais voyant le héros peu convaincu, préfère se jeter dans les flots. Débarquant dans le quartier historique, Cole se retrouve contacté par Kessler, qui a décidé d'accélérer le rythme. Il a enlevé Trish et impose à McGrath une série d'épreuves qu'il doit réussir pour la sauver. La dernière n'est autre que le pire choix possible, 6 médecins sont sur le point d'être jetés du haut d'un immeuble. Tandis que sur un autre, c'est la vie de Trish qui est menacée. Malheureusement, quel que soit le choix de Cole, la jeune femme est plongée dans le vide. McGrath tente de la soigner, mais n'arrive à lui accorder que quelques ultimes secondes pour prononcer ses derniers mots. Ivre de vengeance, Cole s'allie à John afin de défaire les plans finaux de Kessler, mais aussi de retrouver le fameux MacGuffin. McGrath est alors confronté à une nouvelle décision, détruire la métasphère ou la réactiver pour amplifier ses pouvoirs. Quoi qu'il fasse, un vortex d'énergie est libéré par l'engin, vaporisant John dans la seconde. Kessler donne rendez-vous à Cole où tout a commencé, à l'épicentre de l'explosion de la métasphère. C'est là que McGrath reconnaît la voix du vieil homme. C'est lui qui l'a appelé pour lui demander d'ouvrir le colis et qui lui parlait peu avant son réveil. L'affrontement débute et Kessler rabaisse McGrath en lui révélant des choses aussi intimes que traumatisantes sur sa vie et semble sur le point de gagner. Mais c'est sans compter Dunbar, désireux de protéger son meilleur ami, qui vide son chargeur sur l'antagoniste avant de se faire expédier dans le décor. Mais cela suffit à McGrath pour reprendre des forces et balancer tout ce qu'il a sur Kessler, le laissant aux portes de la mort. Cole l'entend alors murmurer une sincère demande de pardon à Trish avant de se précipiter sur McGrath pour lui infliger de nouvelles visions. Dans son passé, Kessler fut confronté à une némésis avide d'exterminer toute forme de vie, la bête. Il aurait pu la vaincre les premiers jours, mais a préféré fuir avec sa famille.
Traqués, Kessler et les siens n'ont pu que voir le monde s'effondrer à mesure que la bête gagnait en puissance. Après avoir perdu ses proches, il a usé de son tout nouveau pouvoir de voyage temporel pour remonter dans le temps. Il a pris le contrôle des premiers fils et accéléré le développement de la métasphère. Mais c'est en voyant le seul et unique objet qu'il a ramené de son époque que Cole comprend la vérité. Une photo du mariage de Kessler avec Trish, son meilleur ami Zek comme témoin. Cole McGrath et Kessler ne sont qu'une seule et même personne. Kessler a fait ce voyage dans le passé pour que Cole devienne le sauveur qu'il n'avait jamais réussi à devenir, allant jusqu'à tuer la femme qu'il aimait pour empêcher McGrath d'être entravé par ses émotions. Il voulait que Cole soit fort et impitoyable, qu'il soit capable de prendre des décisions impossibles pour le commun des mortels, dans l'intérêt de tous. Puis Kessler retombe, mort. Cole se détourne de son cadavre, mais même s'il bouillonne de rage, il sait que le jour venu, il sera fin prêt. Et c'est ainsi que s'achève Infamous. Alors, que pouvons-nous dire d'Infamous premier du nom? Eh ben, pas grand chose sur l'univers en lui-même. C'est un environnement super-héroïque urbain tel qu'on en voit fleurir des centaines depuis que le MCU a posé ses couilles sur la table voici 15 ans. Oui, ça fait 15 piges que le premier Iron Man est sorti, vous êtes vieux. Donc en soi, pas grand chose de bien intéressant à relever. Nous sommes dans une ville entièrement fictive des États-Unis, probablement pour maximiser la liberté artistique des développeurs, ce qui est tout à leur honneur. On peut même trouver que grâce aux différents flash infos, que ce soit de l'USTV ou de la voix du survivant, le soft essaye de nous faire découvrir le background de ce monde. Que ce soit les mensonges du gouvernement ou la crise que vivent nombre de citoyens. De plus, le développement de l'histoire des premiers fils via les boîtes mortes était plutôt intéressant et permettait d'en apprendre davantage sur le lore, sans pour autant que ce soit central à l'intrigue de McGrath. Mais le point le plus fascinant à analyser, pas forcément pour les bonnes raisons, c'est le principe du karma. D'ailleurs, petite précision, le karma est à ce point mêlé à l'univers que je vais en reparler dans plusieurs chapitres. Vous êtes prévenus. Je ne vais pas prétendre qu'Infamous a été le premier jeu à implémenter ce système de moralité. Loin de là, Fable, Star Wars Knights of the Old Republic ou Bioshock avaient déjà emprunté cette voie. Cependant, mixer le principe en nous faisant incarner un super-héros, ça avait de quoi faire rêver. Nous étions désormais capables d'agir à notre guise et d'affronter les conséquences qui iraient avec. Ouais, sauf que pas vraiment en fait. Parce qu'en vérité, vous n'êtes pas vraiment libre de vos gestes. Impossible de jouer un Cole McGrath gentil avec quelques pulsions sadiques, ou un tyran avec quelques relents de générosité, vu que, une fois encore, le gameplay vous entrave. Si à la fin du jeu vous choisissez de changer de voie karmique, vous allez finir par perdre des facultés qui ne vous seront jamais remboursées. Donc c'est limite à se demander s'il n'aurait pas été plus simple pour les développeurs de nous imposer dès le début la décision ultime. Voulez-vous être un type bien ou une ordure? Et ne plus jamais proposer de choix par la suite. D'accord, ça nous aurait privé d'une certaine forme de liberté, mais une liberté très illusoire. Mieux encore, le fait d'avoir deux chemins totalement séparés aurait permis aux scénaristes d'offrir deux sentiers véritablement distincts. Parce que c'est là l'authentique arnaque du système de karma, les conséquences. Si on accepte le coloris de McGrath et de ses éclairs, ainsi que quelques dialogues effectivement différents, quelle est la divergence entre les deux voies? Ok, il y a des points pour lesquels c'est logique que rien ne change, comme par exemple la voix du survivant. On l'apprend à la fin, le mec est en réalité un pantin du gouvernement et ne fait que parler sur leurs ordres. Raison pour laquelle, quelles que soient nos actions, il persistera à cracher sur McGrath. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'aspects du scénario qui sont prévus pour ne jamais varier. Bah au bout d'un moment, ça sent un peu l'arnaque. Je vais prendre deux exemples. Lors d'une mission, nous découvrons que Kessler s'est servi de la toxine de Sacha, qu'il s'amuse à répandre dans la ville via des dirigeables. Et nous sommes mentalement contactés par la dite Sacha. Si on a été un chevalier blanc, elle nous dit qu'elle pourrait s'amuser à contrôler les civils infectés pour les empêcher de nous attaquer, mais que bon, Cole est un peu trop gentillet et elle va pas faire ce genre d'effort s'il le mérite pas. Du coup, si vous jouez une partie en Dark Cole, elle devrait agir, non? Pourquoi ils ne veulent pas venir? Saleté de Kessler. À mes yeux cependant, la plus grosse arnaque a été l'instant pivot de Infamous, la mort de Trish Daly. Rappelez-vous, choisir entre la sauver elle et 6 médecins, sauf que la jeune femme doit obligatoirement crever. Si vous secourez les toubibs, bon bah elle clame, c'est logique. Mais si jamais vous décidez de la protéger, on se rend compte en vérité que c'était pas vraiment elle et que Trish est en fait planquée parmi les 6 docteurs. Alors on pourrait se dire que, en fonction de la voie qu'on avait empruntée, Kessler aurait prévu le coup et nous aurait tendu un piège, ce que là encore je trouve très mal écrit mais ce n'est que mon avis. Sauf que, petite anecdote, la toute première fois que j'ai joué à Infamous, j'étais en bon karma et j'avais l'intention de continuer sur cette lancée. Manque de bol, j'ai confondu les bâtiments et au lieu d'aider les rebouteux, je suis parti sauver Trish. Un retournement de situation inattendu puisque j'étais un gentil depuis le début. Mais non, la bien-aimée de Cole ne pouvait pas être épargnée.
Sans parler du fait que le scénario n'a pas été pensé pour un McGrath foncièrement maléfique. Y a qu'à voir le déroulement des missions secondaires. Si on accepte les quelques rares missions karmiques, bah le jeu est pas très bien fait pour respecter la moralité du perso principal. Et n'oublions pas davantage toutes les opportunités ratées. Le nombre de fois où d'autres choix auraient pu être proposés pour varier davantage le comportement du héros et les conséquences de ses actions. Par exemple, au cours de l'histoire, nous tombons sur la fabrique de faucheurs de Sasha. D'une part, ça nous apprend qu'à la base, ce sont des civils qui ont été convertis de force par la toxine. Du coup, il serait de bon ton d'offrir à Cole le pouvoir de guérir les faucheurs, de manière à ce que les tués reviennent à tuer des innocents. Et donc, qu'à partir de cet instant, tuer les faucheurs devienne un élément de mauvais karma. De la même manière, je me suis cassé le cul à bousiller l'endroit, histoire d'empêcher de nouveaux faucheurs d'être créés, et c'était juste avant que Sasha se fasse emprisonner par les premiers fils. Et du coup, à partir de ce moment, on ne devrait plus avoir aucun faucheur, ce qui aurait pu impacter certaines missions, du genre, bah ils sont plus là pour foutre la merde, donc les quêtes sont plus disponibles. Ou on aurait des tentatives d'invasion du territoire par les nettoyeurs, ce genre de choses. Voire ça aurait pu carrément simplifier certains objectifs principaux. Je suis censé avoir purifié à 100% le néon, mais le scénario persiste à m'envoyer des cargaisons de faucheurs chaque fois que je dois m'y rendre. Bon, je pense avoir abordé tout ce qu'il y avait à dire pour l'univers dans sa grande majorité. Maintenant, on va s'attarder sur les personnages. Comme d'habitude, nous allons nous intéresser aux persos par ordre croissant d'importance. Et là encore, on n'est pas sur une maestria d'écriture comme ça pouvait être le cas avec Legacy of Kain ou The Longest Journey. Donc je vais pas mettre 3 plombes sur chaque perso. Je passerai très vite sur John White qui est un agent secret quoi. On sait jamais où il est véritablement, mais une fois que Cole devient son allié, le gars se révèle hyper utile avec tout le matos de prévu, tout en restant singulièrement paranoïaque. Si on accepte une grosse incohérence. Vous l'ignorez sûrement, mais je vous suivais le jour de l'explosion. J'ai tenté de vous empêcher d'ouvrir le paquet. Si j'avais eu 1 minute d'avance, nous n'en serions pas là. Que s'est-il passé? Vous m'avez semé en grillant un feu. Incroyable. Vous vous demandez par quel miracle il a échappé à l'explosion? Non, parce que je vous rappelle que la métasphère a pulvérisé 5 ou 6 blocs d'un coup. Et quand tu vois l'onde de choc, comment le gars a fait pour se barrer suffisamment vite pour échapper à la déflagration, revenir récupérer le MacGuffin sur le corps de McGrath et se rebarrer dans la foulée avant l'arrivée des secours? Je veux bien que le mec soit très doué, mais enfin quand même. Viennent ensuite les boss d'Infamous. Commençons donc avec mon petit chouchou. Parce que j'ai de la peine pour ce petit vieux. Sincèrement, gardons en tête que le gamin était promis à un avenir luxueux, au sein d'une société secrète qui travaillait sur le développement des super pouvoirs. Bon, on sait pas trop comment ils étaient moralement parlant, donc je leur laisserai le bénéfice du doute. Mais surtout, Alden à cette époque n'était qu'un gosse, donc j'ai à cœur à penser qu'il était globalement innocent. Et malgré ça, Kessler a assassiné son père, probablement sous les yeux de son rejeton, avant de lui en crever un. Deuil. Résultat, le pauvre a vécu toute sa vie dans la rue, à crever de faim, de froid, parfois de maladie, et à rassembler les sans-abri autour de lui. Quand il a développé ses pouvoirs, il y a vu une occasion de récupérer ce qu'on lui avait volé, voire plus, parce que la vie lui a appris qu'on ne faisait pas de cadeaux aux autres. Et ça sent que niveau maturité, il a pas beaucoup évolué en fait. Y a qu'à le regarder quand il rencontre Kessler, où sa voix va carrément se briser sous le coup de l'émotion. Tu oses parler de mon père? Je vous dirai tous, sans exception, et je vous arracherai les membres! Et chaque fois qu'il perd la partie, soit il pique une crise de rage, soit il s'effondre en larmes devant l'injustice. J'aurais surtout une incertitude au sujet de ce qu'il était censé être. Enfant, il est décrit comme un mentaliste surdoué. Pour ceux qui ne le savent pas, le mentalisme, c'est une branche de la prestidigitation, qui permet à son pratiquant de vous faire croire qu'il possède des pouvoirs mentaux. En gros, c'est un illusionniste. Donc soit le terme est pas du tout bien adapté, et on voulait juste préciser que le gamin avait effectivement de puissantes capacités, soit ce n'était pas du tout le cas, et il a obtenu ses dons bien plus tard. J'en aurais sûrement moins à dire au sujet du boss suivant. Sasha, aucun nom de famille connu. Elle est censée être une des boussoles morales de Cole, la version maléfique, sauf que elle a pas grand chose d'attractif en fait. Mais surtout, désolé si je heurte les sentiments des féministes qui regarderont cette vidéo, mais Sasha est juste une putain d'hystérique, au sens maladie mentale. King que je t'ai sorti. Et j'ai fait une soupe à la maison des voisins. On apprend qu'elle a eu une relation avec Kessler et que ça s'est très mal terminé, au point qu'elle a quitté les premiers fils pour former son propre gang. Et le problème de Sasha, c'est qu'elle n'est définie que par sa folie et son amour obsessionnel pour Cole.
elle a des hallucinations et est en partie déconnectée de la réalité, et en dehors de draguer lourdement McGrath chaque fois qu'elle en a l'occasion, elle sert pas à grand chose. D'ailleurs, vu que Cole et Kessler sont techniquement la même personne, à plusieurs reprises, je me demandais si sa tendance à draguer le héros ne venait pas juste du fait qu'elle le confondait avec Kessler. Est-ce que c'est le cas? Aucune idée. Et en dehors de ça, y a pas grand chose à relever quoi. Si, peut-être, une fois qu'elle est vaincue, où elle a l'air de reprendre conscience du monde. Tu n'auras jamais le dessus, Cole. Regarde-moi. Regarde ce que ça m'a fait. Cette chose nous contrôle. De quelle chose elle parle? Est-ce qu'elle serait elle-même mentalement manipulée par une autre entité? Cole se demandera si ce ne sont pas ses pouvoirs qui l'ont rendu comme ça, amenant une certaine crainte de l'avenir, de ce que ses propres dons pourraient l'amener à devenir. Mais d'une part, ça fait 2 semaines que la métasphère a explosé, donc si c'est à cause de ses pouvoirs qu'elle commence à se déglinguer, tu devrais être dans le même état qu'elle. Et vu que tu l'as toi-même précisé... Sacha était déjà une merde avant l'explosion. On peut donc supposer que ses problèmes mentaux, ils datent pas d'hier. Mais c'est à peu près tout ce que je pourrais dire sur elle, parce que le personnage n'est pas plus développé que ça. Et donc, n'est pas très intéressant. On a un peu plus à se mettre sous la dent avec l'autre extrémité de la boussole morale, ce qui techniquement est raccord avec le problème de karma que je citais dans l'analyse. L'aspect maléfique a l'air d'avoir été rajouté par-dessus sans vraiment chercher à bien fusionner avec l'ensemble. Bref, notre chère Trish est une femme tout à fait normale, médecin compétente et ayant à cœur le bien-être de son entourage, raison pour laquelle soigner les blessés et les malades demeure toujours sa priorité. Peut-être qu'une fois là-bas, on pourrait avoir cette petite discussion. On verra. J'ai plein de malades à soigner. Il passe en premier, Cole. Et si elle réclame souvent l'aide de McGrath, quels que soient ses propres sentiments, c'est surtout parce qu'il peut agir là où elle ne peut pas. Mais si la jeune femme n'a aucun pouvoir et sait appeler plus fort qu'elle pour intervenir, ça n'en fait pas non plus une écervelée hypocrite. Elle est assez maligne pour imaginer un bus électrifié afin d'améliorer les capacités de son ex-petit ami. Vis-à-vis de ce dernier, sa rancœur est compréhensible. Sa sœur est décédée durant l'explosion, et en apprenant que McGrath était responsable, elle lui en a voulu, tout en refusant d'écouter ses arguments, du moins au début. Ce qui est assez logique pour une personne qui vient de perdre un proche, et qui souffre tellement qu'elle cherche juste un bouc émissaire. Mais plus Cole se montrera vertueux, plus elle arrivera à lui pardonner, allant jusqu'à leur remise en couple. Un événement qui évidemment n'a aucune chance de se produire si McGrath persiste à agir en pourriture. Et malgré ça, elle reste honnête. Même face au Dark Cole, elle sait être reconnaissante et lui rendre l'appareil. Faut pas trop lui en demander non plus quoi. Tu peux dormir en bas si tu veux. Ne t'approche pas de moi. Bon, j'aurais quand même un petit reproche avec cette fameuse scène qui se produit tout juste après que la jeune femme ait été propulsée à bord de son bus au sommet d'un bâtiment. Et sitôt qu'elle en sort... Je sais que tu voulais pas tuer Amy, Cole. Que tu essaies de bien faire et que je devrais arrêter d'être en colère contre toi. Ouais, elle perd pas le nord la petite. Ou alors elle est carrément au sud. On peut se demander si c'est bien juste de le considérer comme un personnage à part entière, celui-là, vu que McGrath et lui sont techniquement la même personne. Mais c'est là toute la différence. Techniquement, pas moralement. Kessler a affronté une réalité alternative très distincte de celle de McGrath. On sait pas comment il a développé ses pouvoirs, peut-être aussi grâce à une métasphère, mais beaucoup plus tardive. Trop lâche pour s'opposer à l'ennemi, il aura préféré fuir avec ses proches. En se rendant compte que cette couardise, non seulement aura permis à sa némésis de gagner en puissance, mais aura en plus causé la mort de sa famille, il tentera de réécrire l'histoire. Sauf que cette fois, il va s'arroger un rôle de manipulateur, pour apparaître aux yeux de McGrath comme la pire pourriture ayant jamais vécu sur Terre. Tout cela dans le but de faire de son ancien lui un super-héros à même de faire des choix cornéliens pour sauver les autres, quitte à devoir sacrifier une fois de plus la femme qu'il aime. Et pour Kessler, c'est d'autant plus traumatisant qu'il le vit pour la seconde fois. C'est fou ce qu'on oublie comme chose. L'odeur d'une personne, la façon dont ses yeux s'éclairent quand elle est heureuse. Ce sont des choses à chérir, Cole. Quand on pense que Kessler est un taré psychopathe, cette remarque sonne comme extrêmement menaçante. Mais quand on connaît la vérité, c'est pire. Il a déjà perdu Trish et sait pertinemment quels souvenirs se sont fait la malle en premier. Il prévient juste Cole de ce qui va lui échapper. Néanmoins, j'ai 2 problèmes avec ce personnage. Le premier et le moins grave, c'est son âge. Quand Kessler est arrivé du futur, il devait avoir 30-40 ans, on va supposer, pour être gentil, et Alden était un petit garçon. Plusieurs décennies après, Alden a l'air beaucoup plus vieux que Kessler. Alors ok, on ne sait pas si les super pouvoirs ralentissent le vieillissement, et on ignore à quel âge exact Kessler a développé son potentiel. Tandis que Tate, lui,
n'a obtenu ses talents que cette année-là. Pour moi, ce serait la seule explication logique. Et encore, on a tellement peu d'infos que c'est limite de l'interprétation. Mais le principal souci que j'ai avec Kessler, c'est son grand projet. Parce que clairement, il y a des trucs qui vont pas. L'objectif de Kessler, c'est que Cole devienne le super-héros parfait, capable de faire les pires sacrifices personnels pour protéger la population. Bon, assassiner Trish était une manière de titiller McGrath pour le forcer à agir pour le bien commun. Mais Trish est médecin, donc si tu la butes, bah tu butes quelqu'un qui peut sauver beaucoup de vies. Si Trish avait été l'équivalent d'une Mary Jane Watson, le choix aurait été beaucoup plus intéressant. Car MJ n'est absolument pas médecin, pompier ou quoi que ce soit d'autre ayant pour objectif de sauver des vies. Donc la secourir ne demande aucune réflexion pragmatique, juste de l'égoïsme. A l'inverse, il aurait été plus logique, et même assez sournois, de conserver l'hypothèse selon laquelle Trish aurait été planquée parmi les praticiens, prouvant ainsi que McGrath est capable de nier l'existence de celle qu'il aime, et en récompense, il lui aurait sauvé la vie en démontrant qu'il pouvait faire le bon choix. En théorie, parce que je vous cache pas que si je sors avec une super-héroïne et que je comprends qu'elle me laissera crever au premier méchant avec un choix cornélien, je sais pas si je continuerai à sortir avec. Pire encore, j'ai un problème avec le tout dernier dilemme du jeu, lorsque Cole décide de détruire ou d'activer la métasphère. Je rappelle qu'à chaque utilisation, la métasphère cause la mort de milliers de personnes au profit d'une seule. Clairement pas un move de good guy. Et pourtant, c'est ce que Kessler veut que vous fassiez. Je suis déçu, Cole. La métasphère catalysait vos pouvoirs, et elle aurait pu vous en donner encore plus. Mais vous avez refusé. À votre place, je n'aurais pas fait la même chose. Ouais. Vous avez bien fait de l'utiliser à nouveau. C'est le genre de raisonnement qui vous aidera à affronter ce qui vous attend. Vous n'êtes peut-être pas totalement un raté. Du coup, tes épreuves pour me forcer à sauver le maximum de gens là, ça servait à quoi au juste? Si encore l'optique de Kessler avait été d'augmenter les pouvoirs de McGrath en dépit de toute éthique, j'aurais pu comprendre. Et même, Kessler aurait pu être une boussole de moralité négative, bien plus convaincante que Sacha, en nous encourageant à devenir une pourriture, non pas dans le but de sauver le monde, mais uniquement sa future famille, et de se venger de la Némésis sitôt qu'elle apparaîtra. Ce qui à mon sens aurait été beaucoup plus cohérent et intéressant à suivre, avec un Kessler qui aurait totalement succombé au côté obscur et organisé tout ce qu'il a fait dans le seul but de se faire justice, sans pour autant essayer de se cacher derrière la volonté fallacieuse de créer l'être le plus saint de tous les temps. Bien! Passons maintenant au trio de tête, avec celui que j'envisage comme le véritable et principal antagoniste de l'histoire. Si on se fie au contact de Zek, on peut supposer que chez les complotistes il y en a 2-3 qui sont bien informés, Moya est une ancienne agente de la DARPA. Pour ceux qui ignorent, la DARPA est une agence de recherche et développement des nouvelles technologies à usage militaire, donc pas étonnant qu'elle traque la métasphère. Mais après la DARPA, elle aurait été mutée dans la division défense, mais on sait pas trop ce que c'est pas précisé dans le jeu. Enfin si, Zek nous annonce que c'est un organisme responsable de missions occultes, mais visiblement il est le seul à le penser, donc... Ce qui est sûr, c'est que la damoiselle, décorée plusieurs fois, est selon Zek... le genre d'agent qu'on envoie quand c'est la merde partout et que ça éclabousse tout le monde. Donc clairement, la meuf c'est pas un branquignol. Elle est compétente dans ce qu'elle fait, et surtout c'est une manipulatrice de haut rang. Au lieu de se rendre directement sur place, elle va se servir du super-héros local en lui promettant de laisser passer vers la liberté s'il lui permet de retrouver la métasphère. Elle se paye même le luxe de pirater le téléphone de Cole pour toujours le surveiller, même quand l'appareil est éteint. Sauf que pas mal d'éléments sont assez contradictoires dans son approche. Mais aussi et surtout, c'est pas la plus fine manipulatrice de tous les temps. Loin de là. Elle va constamment jongler entre celles qui flattent l'ego super-héroïque de Cole, en affirmant que c'est quand même bien d'avoir des alliés et de sauver des gens, tout en ayant rien à secouer si McGrath se met à massacrer des innocents. Ce qui déjà niveau immersion karmique est assez bof. Et en même temps, elle se montre régulièrement menaçante et autoritaire, et c'est limite si elle considère pas Cole comme un kleps tout juste bon à obéir. Sauf que parfois, c'est pas logique. Tenez, à un moment, elle explique à Cole que son objectif, c'est de garder Empire City sous contrôle, et qu'au moindre signe d'échec, elle sera remplacée par quelqu'un de plus efficace, qui n'hésitera pas à bombarder la ville pour évacuer tous les problèmes. Et elle termine cette argumentation par... Bien. Ne me parlez plus jamais sur ce ton. Ce qui peut être une bonne manière de montrer que Moya est autoritaire et ne supporte pas qu'on lui désobéisse. Sauf qu'en l'occurrence, Cole n'a pas été agressif ou quoi que ce soit. Il voulait juste comprendre pourquoi il devait intervenir, tout comme elle lui avait précisé plus tôt pourquoi elle devait réactiver les sous-stations. Ça aurait concordé si la réponse de Cole avait été de refuser en bloc. Sauf que quelques minutes plus tard, quand McGrath se met vraiment à la critiquer, elle n'essaie pas de le remettre à sa place, seulement de se justifier. Et vous me disiez que vous aviez les choses en main? Je
devrais peut-être aller passer un marché avec eux. Ils veulent des résultats, Cole. C'est tout ce qui compte. Si on n'est pas à la hauteur, ils trouveront quelqu'un d'autre. Alors que c'est plutôt à ce moment que le « ne me parlez plus sur ce ton » aurait dû intervenir. Et c'est pour moi le principal problème avec Moya, c'est que sa manipulation est foireuse. Dès l'instant où elle admet qu'au moindre écart elle peut se faire remplacer, Cole n'a plus aucune raison de lui faire confiance. Lui garantir un laissez-passer, garder la métasphère loin des puissants, alors qu'elle peut être éjectée d'un claquement de doigts, elle n'a plus aucune crédibilité. Maintenant, on va lorgner un peu du côté de l'interprétation, mais Moya est-elle réellement autant sur la sellette qu'elle le prétend? Je pense que non. J'irais même jusqu'à dire qu'au contraire, c'est elle le mastermind qui gère toute la quarantaine et les armées, sans que qui que ce soit la remette en question. Si on se fie aux avis complotistes de Zek, elle fait partie d'une section qui ne rende compte à personne. Donc ce serait plutôt logique qu'elle soit le seul maître à bord. Mais là encore, ça aurait été beaucoup plus intelligent, avec une manipulation différente en fonction du karma de Cole. Si McGrath est un type cool, Moya essaie de le convaincre qu'elle permettra de sauver un maximum de personnes et de mettre la métasphère à l'abri. Et si elle a affaire à Dark Cole, elle flatte son ego en vantant sa puissance et sa capacité à foutre le monde à genoux tout en lui affirmant, je sais pas, que si elle trouve la métasphère et qu'il lui rend, elle pourra bosser dessus et aider McGrath à devenir encore plus redoutable. Ça aurait été quand même plus intéressant. Sauf que la voir s'emmêler les fils à ce point dans sa manipulation, bah c'est vraiment dommage. Et un sacré gâchis. Le contrat est annulé, Moya. Trouvez un autre larbin. Nous avons affaire ici à ce qui est probablement le personnage le plus gris de cet épisode. Parce que clairement, Zek Jedediah Dunbar n'est ni un saint, ni une ordure. Ok, il est montré comme un gros complotiste qui hurle que le gouvernement nous manipule, ce qui est assez risible au début, et même McGrath n'a pas beaucoup de scrupules à être sarcastique. Ouais, et le Père Noël a tué Kennedy. Bon, elles sont où ces boissons? Mais au final, vous vous rendez compte qu'il avait raison depuis le début? Oui, le gouvernement ne fait que mentir. Oui, Moya avait l'intention de s'emparer de la métasphère, et il fallait s'en méfier. Littéralement, ce mec avait prévu presque toutes les trahisons du jeu. Mais son côté gris, il le tient surtout de son absence de reproche qu'il pourrait faire à Cole. Même si McGrath est maléfique, ouais, il s'arrangera pour ne pas l'énerver, mais à aucun moment il ne lui fera de remontrance. Contrairement à Trish, peut-être par lâcheté, mais aussi un peu parce qu'il en profite. À plusieurs reprises, il essaiera de tirer un minimum de la gloire de son ami vers lui pour se faire un peu d'argent sur son dos ou pour draguer. Je déconne pas. Une des missions principales, c'est permettre à Zek de tirer son coup. Mais même là, malgré son égoïsme, j'arrive pas à le voir comme un individu néfaste. Oui, il rêve d'avoir des super pouvoirs, il envie clairement son pote, mais il ne le jalouse pas. À aucun moment, il n'essaie de le trahir pour le renvoyer au sol. Il n'est pas opposé à ce que son meilleur ami soit un super-héros. C'est juste que il veut en devenir un, lui aussi. Et donc de son côté, il agit à son échelle, en essayant de s'infiltrer chez les nettoyeurs, ou en donnant des coups de main à la police. Alors que... Mais tu détestes les flics. Pareil pour le côté drague, il tenait à s'en servir comme d'un premier pas pour se rapprocher d'une meuf sur qui il flashait. Mais quand elle le friendzone, il n'est pas dans l'optique d'un incel de base qui va l'insulter ou la forcer malgré tout. Non, il est excessivement déçu car il rêvait d'une vraie relation. N'importe quel crétin peut tirer son coup. Moi, je voulais quelque chose comme ce qu'il y avait entre Trish et toi. Mais en constatant que ce ne serait pas avec elle, et bah tant pis. Même si ça lui fait mal, il passe à autre chose. Alors bien sûr, quand on lui reproche d'avoir essayé d'agir seul de son côté, il se vexe et a parfois des mots désagréables. Mais il est capable de se remettre en question, de reconnaître ses erreurs et de s'excuser. Parce que oui, Dunbar fait beaucoup de conneries au cours de l'histoire. Et il les regrette toutes. Exemple, la voix du survivant, que Zek déclare adorer dès le début du jeu. Sauf qu'à force d'entendre l'influenceur cracher sur son meilleur pote, bah il perd pas mal du respect qu'il avait pour lui. Parce qu'il fait d'abord confiance à ses amis, plutôt qu'à l'inconnu qui parle à travers un écran. Donc pour moi, Zek est loin d'être un débile profond. C'est pas quelqu'un de parfait, mais il mérite une seconde chance. Bon, il y a le côté comic relief qui lui colle à la peau, d'accord. Car c'est effectivement lui qui sort le plus de blagues, dont certaines sont très drôles. Dwight a été tué par un chien? Oh la vache! J'ai un cousin qui est mort comme ça. Non, ils auraient pas dû laisser son cercueil ouvert aux funérailles. Les gens se sont mis à gerber, à tomber dans les pommes. Oh, c'était horrible. Je m'en suis toujours parmi. Mais c'est pas un comique qui doit toujours faire une blague par peur que les spectateurs s'ennuient. Non, il sait être sérieux, et il l'est assez souvent d'ailleurs. J'aurai cependant une incertitude à son sujet. Le personnage nous indique très clairement son âge. Pas de famille, tout le temps fauché. Alors quand la quarantaine a débuté, j'ai pensé que quelqu'un pourrait me faire repartir de zéro. Attendez, il a 40 balais? Pourquoi j'arrive pas à y croire?
Quand je le regarde avec Cole, j'y vois deux trentenaires un brin loser, et qui me font beaucoup penser aux héros de Shaun of the Dead d'ailleurs, mais certainement pas des quadragénaires. Il y a aussi un moment où, apparemment, Zek aurait tenté d'appeler Moya pour lui faire part de ses théories. C'est Moya qui nous l'annonce et ça ne revient plus jamais dans l'intrigue. D'une part, Dunbar étant un complotiste de l'extrême, s'il passait un tel coup de fil, déjà faut qu'on m'explique comment il a eu le numéro de Moya, et ensuite, pourquoi vouloir discuter de ses idées avec quelqu'un qu'il juge indigne de confiance? Est-ce que ça signifierait que Zek ment à Cole dans une optique supérieure? Et j'en doute. Dans certaines situations, imaginer que le comic relief de l'histoire soit en fait un mastermind, ça peut être amusant. Genre l'idée que Jar Jar Binks est un seigneur Sith encore plus puissant et manipulateur que Palpatine. Mais ça reste un délire. Et en l'occurrence, cette théorie sur Zek, rien n'aide à y croire. Et vu que ça revient plus jamais après, bien, on va terminer cette étude de personnage avec évidemment le principal. Il faut remarquer que Cole McGrath est un super-héros qui ne correspond pas à ce qu'on attend d'un super-héros. Déjà, il a pas d'identité secrète, tout le monde sait plus ou moins qui il est. Ensuite, il n'est pas très grand, pas très musclé, n'a pas une belle coiffure. Au niveau physique, il est même plutôt random. C'est le genre de personne qu'on pourrait croiser dans la rue sans vraiment faire gaffe. Pour ce qui est de son âge, perso, je le verrais comme Zek, un trentenaire, un brin loser. Alors, dans ses boîtes noires, John décrivait Cole comme un gamin. À moins que John ait 50 ou 60 balais, ça me paraît un peu bizarre. Quand on traite quelqu'un de gamin, c'est pour désigner un individu dont l'âge est inférieur ou égal à 20 ans, grand max. Quand on voit la tronche de McGrath, il fait pas du tout petit jeune de 20 piges, la petite trentaine minimum. Mais bon, en dehors du physique, passons à l'aspect psychologique. Et là, ça va poser problème. Déjà, bien que McGrath soit montré comme éprouvant une véritable amitié pour Dunbar, On a ton gros copain, et il va mourir lentement, très lentement. Vous venez de commettre l'erreur la plus monumentale de votre vie. ça n'empêchera pas d'être plutôt critique et rabaissant sur pas mal de ses actions ou réflexions. Je suis loin d'être Michael Phelps. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Si ça avait été dit sur le ton de la vanne, j'aurais pu le comprendre. Mais là, on dirait que c'est purement de la méchanceté. Ce qui aurait collé si j'avais joué en mauvais karma. Mais c'est pas le cas. Vient ensuite le plus gros problème de Cole McGrath, c'est qu'il a zéro scrupule à tout foutre sur le dos de Dunbar, sitôt qu'il y a une crise. Alden s'est enfui, Moya. Des nettoyeurs l'ont fait sortir et ont tué tous les flics de la prison. C'est inacceptable, Cole. Vous aviez pour ordre de le garder enfermé. J'avais été clair. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez, c'est pas de ma faute. J'ai fait tout ce que j'ai pu. C'est Zek qui a tout fait foirer. Je lui ai dit de se calmer et d'aider les flics, mais il a pas écouté. Vous trouvez pas que de la part d'un gars qui est censé être vertueux, il y a un truc qui colle pas? Genre, il aurait pu dire les nettoyeurs étaient tellement nombreux, on a été submergés, on n'a rien pu faire. Ça aurait rien changé, mais ça aurait rendu McGrath moins ingrat. Mais aussi, on y revient, le problème du karma. Est-ce que tout du long du jeu, vous avez eu l'impression que Cole était foncièrement bon ou mauvais? On essaye de le faire passer pour un saint alors que le mec est prêt à torturer des personnes qui se sont rendues pour les faire parler, quand il tente pas carrément de les tuer? Mais tu vas crever, oui! Ou alors, en mauvais karma, McGrath ne se montre pas si monstrueux qu'il le devrait. Écoutez, je veux pas avoir leur mort sur la conscience, mais je vois pas ce qu'ils viennent faire dans notre accord. Pardon? Le mec qui massacre toutes les personnes sur son chemin veut pas avoir de mort d'innocents sur la conscience? Vous foutez de la gueule de qui, au juste? Et c'est là le vrai problème en fait. Au fur et à mesure qu'on joue, on se rend compte que le karma qui conviendrait le mieux à Cole McGrath, c'est un karma neutre, parce qu'il est trop agressif pour être un ange, et pas assez monstrueux pour être un tyran. Bon après, c'est pas constamment de la merde non plus, faut pas déconner. Par exemple, la séquence de la libération du train est très bien écrite. Entre un McGrath qui, même s'il reconnaît l'hypocrisie des citoyens qui lui ont lancé des caillasses au début du jeu, le considère désormais comme un héros. Tandis qu'avec le Dark Cole, il a été tellement ulcéré de se faire lapider qu'il n'est pas capable de pardonner et va électrocuter le premier venu. Et pour conclure le tout, le niveau intellectuel de Cole est un peu en dents de scie. Ou plus exactement, il agit en fonction des besoins du scénario. Cette histoire de métasphère, c'est sûrement des conneries. Mais comme je suis devenu une ampoule humaine, autant lui donner un coup de main. C'est quoi cet argument de merde? Si tu lui fais pas confiance, c'est à elle de te convaincre de l'aider. Ou encore, la fameuse mission pour récupérer la métasphère. John demande à Cole de s'y rendre avec quelqu'un de loyal, ce qui déjà est pas très cohérent. C'est uniquement pour que Dunbar soit présent et vole le MacGuffin. Littéralement, le mec ne sert à rien et Cole se débrouille tout seul pendant toute l'expédition. Tout
Donc, il embarque son ami, qu'il tient à garder éloigné du danger depuis le début du jeu, dans l'endroit le plus menaçant de la ville, pour retrouver un artefact que Dunbar a affirmé que s'il le trouvait, il n'hésiterait pas à l'activer pour qu'un maximum de personnes possèdent des pouvoirs plutôt que de laisser le gouvernement mettre la main dessus. Tu t'attendais à quoi du con? En dehors de ça, McGrath est représenté comme un type normal, pour qui la complicité avec Zek et sa relation avec Trish sont les seuls points qui le retiennent à Empire City. Lorsque Trish l'abandonne au début du jeu, il parlait déjà de mettre les voiles. Et dans le mauvais karma, si Deli rompt définitivement les ponts avec lui, il réclamera à Moya de lui faire quitter la ville le plus rapidement possible. Et ce, peu importe les moyens. Et là encore, si le soft s'était passé de cet aspect illusoire de choix moraux, pour une aventure aux conséquences vraiment tranchées, le personnage de McGrath se serait révélé infiniment plus intéressant. Bon, je pense qu'on a fait le tour avec les protagonistes, il est maintenant temps de se focaliser sur une toute autre partie de l'intrigue. Et je voudrais commencer avec un point que j'ai soulevé avec la personnalité de Cole, et qui me semble être un des sujets les plus illogiques du soft. C'est impressionnant à quel point Dunbar s'en est pris plein la gueule, et souvent sans raison. Le premier, c'est la libération d'Alden. Bon, déjà, que des flics sans pouvoir réussissent à capturer un Gugus capable d'envoyer valdinguer un bus sur un building d'un revers de main, j'ai du mal à y croire, mais bon, passons. Mais c'était pas lui qui incarnait le golem que Cole affrontait? Absolument pas. Laissez tomber ce golem. Concentrez-vous sur Tate. Donc, ce n'est pas Tate qui le contrôle. Et à peine qu'on vainc le golem, qu'on entend... À toutes les unités, Tate a été capturé. Faisons route vers le pénitencier d'Eagle Point. Donc je confirme, les flics sans aucun pouvoir ont calmé Alden Tate. Bref, je vous brosse le portrait. Tate est installé sur un lit électrifié pour le garder inconscient et l'empêcher d'utiliser ses capacités. Tout le monde est sur le champ de bataille, et Zek, avec d'autres policiers, est attelé à la surveillance du vieux croulant. Sauf que pendant la dernière partie, Dunbar choisit de se mêler à l'affrontement, contrairement aux ordres. On se rend alors compte que, pendant qu'il était parti ailleurs, les flics ont été massacrés et Alden a disparu. Et McGrath considère donc que tout est de la faute de Zek. Ce à quoi je réponds... Connerie! Dunbar était pas tout seul pour guetter. On l'a laissé entre les mains de policiers armés, expérimentés et certainement plus entraînés que lui. Sans parler du fait que Zek n'a aucun pouvoir. Cole insinue que si Dunbar était resté à son poste, personne ne serait mort. Sauf que si! Au mieux, la présence de Zek n'aurait rien changé, et au pire, il aurait péri comme les poulets. Soit on considère que Alden s'est réveillé, et je vois pas ce que Zek aurait pu faire de plus en demeurant à proximité, soit on suppose que les nettoyeurs sont intervenus en grand nombre pour submerger les flics, et encore une fois, je vous rappelle que Zek n'est rien de plus qu'un trentenaire complotiste et pas mal grassouillé. Donc là encore, je vois pas ce qui aurait pu changer la situation. Pareil quand McGrath reproche à Dunbar d'avoir voulu utiliser la métasphère, ce qui se révèle très hypocrite si vous jouez en mauvais karma et que vous finissez par l'activer. Mais surtout, une fois de plus, je vous remémore le contexte. Zek, simple humain sans pouvoir, s'est retrouvé bloqué entre Alden et Kessler, les deux plus puissants porteurs du jeu. Donc, au mieux, il se serait fait éjecter de la tour, et l'un des antagonistes aurait récupéré la sphère. Au contraire, rejoindre Kessler lui a permis de rester en vie, même si l'absence de réaction d'Alden joue fortement là-dedans, alors qu'il aurait largement pu balancer tout ce petit monde dans le vide. Est-ce que c'était très égoïste de la part de Zek? Oui, mais honnêtement, vous auriez fait quoi à sa place? Tout reprocher à Dunbar? C'est pas cohérent et très injuste. Tiens bah d'ailleurs, maintenant qu'on a abordé ce problème... Vous avez pas remarqué le problème avec Alden? Le plus puissant télékinésiste du monde? Bah ça devrait être l'équivalent de Phoenix dans X-Men 3. Personne peut l'approcher sans se faire déboîter la gueule. Cole devrait se faire balayer chaque fois qu'il tenterait de l'attaquer. Ouais, sauf que si on fait comme ça, McGrath ne pourra pas affronter son ennemi dans un combat de boss. Donc on va nerfer Alden et se contenter de lui faire balancer de la caillasse. Mais c'est pas un peu la même chose avec Cole du coup? Exact. Le scénario vend McGrath comme un super-héros surpuissant, un quasi-Superman censé écraser la plupart de ses adversaires. Sauf que dans les faits, c'est pas le cas. Cole est très limité dans ses compétences, et mis à part quelques capacités assez cool, faut l'admettre, ben on pourrait le remplacer par un soldat basique de chez Call of Duty que ça ne ferait aucune différence. Comme je l'ai souligné dans la vidéo sur le gameplay, les pouvoirs du héros ressemblent davantage à des stéréotypes d'armes à feu. Et même face à de simples mobs, il est régulièrement contraint d'aller se mettre à l'abri pour ne pas passer de vie à trépas. Ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, bien sûr. Mais le fait d'avoir le scénario qui essaye de
constamment gonfler les capacités du héros par rapport à ce qu'il subit, ben ça cause une dissonance assez désagréable. Si on se fie aux explications de Moya au début de l'histoire... Un appareil conçu pour pomper l'énergie neuroélectrique de plusieurs personnes afin de la concentrer dans un seul individu. Donc on est d'accord. Selon cette description, celui qui utilise la métasphère gagnera forcément des dons électriques. Et il en sera le seul bénéficiaire. Ce qui est totalement faux. Alors pendant un temps, je me suis demandé si la métasphère était vraiment responsable des capacités des autres boss. Après tout, les premiers fils ont toujours été une organisation ayant pour but de développer des pouvoirs surnaturels. Donc il ne serait pas improbable que leurs capacités soient dues à leurs propres expériences. Après tout, les boss qu'on affronte sont ou ont tous été des premiers fils. Sauf qu'évidemment, le scénar a balayé cette théorie. À présent, l'explosion l'a rendu très fort. Elle lui a donné le pouvoir de combattre sa paranoïa. Sauf que la métasphère est censée ne fournir que des pouvoirs électriques. J'avais envisagé que Moya ait raconté des cracks, ce qui est pas impossible après tout, elle ment comme une arracheuse de dents tout le long du jeu. Mais pourquoi? Je vois pas en quoi fabuler là-dessus avait la moindre logique. Au contraire, dire la vérité à Cole l'aurait prévenu qu'il pourrait tomber sur d'autres porteurs à cause de l'explosion. Et vu que personne ne relèvera jamais quoi que ce soit à propos de cette explication, il faut considérer son exposé comme juste. Sinon, truc marrant, on est d'accord que Cole et Kessler possèdent tous les deux des pouvoirs électriques, non? Bah du coup, se balancer mutuellement des éclairs, ça va servir à rien, à part renforcer celui d'en face, non? Ça aurait pas été plus logique qu'au contraire, si vous utilisiez votre électricité sur Kessler, son énergie remonte, histoire de vous forcer à vous battre au corps à corps, ou quelque chose comme ça? Mais non, là encore, c'est bien beau le scénario, mais si ça nous oblige à trouver des idées originales pour le gameplay, on va faire comme si on n'avait rien vu et balayer tout ça sous le tapis. Nous l'avons compris, Cole McGrath est électrique par nature, et le fait de ne pas en avoir autour de lui est assez dangereux. Il le dit lui-même, dès qu'il est dans un coin privé de courant, sa vision se brouille, il a mal à la tête, bref, c'est pas le gars qu'il faut envoyer à la campagne pour un bon bol d'air, ça pourrait le tuer. Ça, c'est clair, net, assumé. Mais 2-3 autres points sont sujets à interprétation, comme le contact physique. C'est précisé au début de l'histoire. À la seconde où tu l'as touché, l'électricité contenue dans ta main a chauffé la poudre. Et là, bam bam bam. T'aurais dû voir ta tête. J'aurais raté ça pour rien au monde. On pourrait donc supposer qu'il n'est pas capable de retenir son énergie, et que, tout comme Malicia des X-Men, Cole soit privé de contact physique jusqu'à la fin de ses jours. Sauf si vous jouez en bon karma, où vous le verrez serrer la main nue d'un civil, sans aucune conséquence. Vous l'avez compris, les ennemis sont réunis en 3 factions distinctes. Factions qui, théoriquement, se foutent sur la gueule sitôt qu'elles en ont l'occasion. Le problème, il vient surtout des faucheurs, mentalement contrôlés par Sacha. Coucou. Commençons avec un point. Si c'est la guerre entre faucheurs et nettoyeurs, pourquoi les faucheurs voudraient négocier pour vendre des ingénieurs aux nettoyeurs? Alors ok, dans une boîte morte, on sous-entendait que Sacha avait rencontré Alden, on suppose en tout cas, mais rien ne garantit qu'il y ait eu un accord. Ensuite, à plusieurs reprises, on explique que les faucheurs ont volontairement coupé le courant, parce que ça les arrange. Du coup, qu'est-ce qui les empêche de revenir désactiver les sous-stations après mon passage? Pareil avec les vannes qu'il fallait fermer, ça coûtait quoi d'envoyer un Gugus pour bousiller le travail de Cole? Mais bon, déjà que le gameplay est répétitif, je comprends que les développeurs aient pas voulu jouer là-dessus. Par contre, un autre point qui m'étonne beaucoup, si tous les faucheurs sont soumis à un contrôle mental, est-ce que c'est pas un peu bizarre de les voir se rendre? Bah ouais, vous l'aviez pas remarqué? Pendant tout le jeu, Moya laisse entendre que si jamais c'est la merde, elle n'aura plus aucun contrôle et l'armée va bombarder Empire City. Sauf que, d'une part, pendant une des dernières missions, on apprend que les militaires se préparent à une invasion au sol. Pas grand chose à voir avec le fait de noyer la cité sous les missiles, mais bon, passons. Donc, grosso modo, c'est la merde partout, l'armée va débarquer pour massacrer tout le monde, bref, tout va mal finir. Mais, vous oubliez la puissance de la logique des comics! Une fois Kessler vaincu, tous les autres problèmes disparaissent. On ne fera plus une seule fois mention des risques encourus par la ville. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour des plus grosses incohérences de l'histoire. Il y en avait aussi pas mal de petites, hein, mais c'était pas toujours très intéressant ou amusant à relever, donc passons maintenant à l'interprétation.
je sais pas pour vous, mais à chaque fois que j'ai joué à Infamous, je me suis dit, il manque quand même vachement de trucs, non? Vous avez pas la sensation que le scénario a été tronqué à certains moments? Genre, qu'il y aurait eu des coupes dans le budget? Mais parce que moi, oui. Tenez, par exemple, prenons la voix du survivant. À un moment, Zek annonce avoir repéré sa cachette, et émet même la possibilité d'aller lui rendre une petite visite. Ce qui, en effet, aurait pu être très intéressant, mais non, aucune mission, quel que soit votre karma, ne vous permettra de le trouver. Alors, j'ai supposé que ça pouvait être un objectif dissimulé, genre, c'est à toi de dégoter le spot du hacker dans la ville, non plus. C'est une promesse de quête qui est balancée comme ça, sans aller plus loin. Et plus aucun personnage n'abordera jamais le sujet. Donc, est-ce que c'était une mission prévue dans le jeu, mais qu'ils auraient enlevé pour une raison X ou Y? Mis à part ça, le jeu a énormément de liens avec la réalité de son époque, mais également de points qui continuent à résonner à l'heure actuelle, comme une certaine crainte des petits gens à l'égard des politiciens, crainte clairement justifiée d'ailleurs. D'ailleurs, tout autant gros complotiste qu'il soit, Zek est le personnage dont le message est le plus clair et le plus véridique, vu qu'au final on révèle qu'il avait parfaitement raison. Doc, t'interprètes un peu beaucoup là. C'est pas parce que tu es d'accord avec un protagoniste que c'est forcément l'avis des développeurs. C'est vrai, mais je considère que si un personnage est montré comme ayant eu raison depuis le début, en l'occurrence sur la corruption du gouvernement et sa tendance à n'en avoir rien à foutre du peuple, alors c'est le message que les développeurs voulaient transmettre. Au lancement du jeu, Obama venait tout juste d'être élu et on sortait de l'administration Bush Jr. Je ne sais pas si la méfiance globale envers l'État était aussi forte qu'aujourd'hui, mais clairement, Sucker Punch nous mettait en garde. Après, est-ce que la critique s'adressait surtout à Bush, ou est-ce qu'il considérait tout autant Obama comme un sournois avide de pouvoir? Je serais incapable de vous le dire. Par contre, ça j'en suis sûr, beaucoup de monde à cette période affirmait qu'il était impossible que les médias mentent au profit des gouvernements. Ouais, on vivait une époque très optimiste. Et je vais terminer sur ce qui pourrait être, selon moi, une référence à une autre saga. Je ne parle pas des différents logos en hommage à la série des Sly, c'est le même studio de développement, logique qu'ils fassent de l'autopromo. Non, là, je pense plutôt à un hommage à Blade 2, où le héros affronte les faucheurs, des vampires blanchâtres, chauves, avec une espèce de langue démoniaque dont ils se servent pour se nourrir de leur proie. Et quand nous croisons Sacha, la reine des faucheurs, nous avons affaire à une créature blanchâtre, chauve, avec une langue démoniaque. Je suis désolé, pour moi c'est totalement une ref à Blade 2, vous allez pas dire le contraire. Bon, eh bien je crois qu'on en a fait le tour. Du coup, que vaut le scénario de Infamous? Eh ben pas grand chose en vrai. Il y a pas mal d'incohérences et d'éléments qui facilitent considérablement la trame, et même si les personnages sont globalement intéressants, le côté choix karmique rend plusieurs choses assez débiles, voire contradictoires. Donc je dirais que l'intrigue mérite 11 sur 20. Ça fait le taf, mais c'est vraiment un script basique pour comics de super-héros de bas étage, et faut pas s'attendre à plus. Conclusion, Infamous premier du nom vaut 12 sur 20. Objectivement, c'est pas le haut du panier, même en comparant à des jeux de l'époque. Et malgré tout ça, le soft a été un succès. Alors tant mieux, ça a permis de mettre une suite en chantier, parce que l'avenir de McGrath était prévu pour envoyer du très lourd. Est-ce que ce sera vraiment le cas? Pour le savoir, je vous invite à me retrouver pour le prochain épisode, qui sera dédié à Infamous 2. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, et à bientôt, à bord de l'Universalis.